cette première, c'est un prix d'honneur en présence des deux présidents d'honneur de notre association, M. le ministre Gilles de Robien et puis le professeur Jean-Claude Javillier. Et je les remercie de ce retour de maison. Alors, nous allons, cher Alain Suppiot, je vais vous présenter un petit peu la façon dont ça va se dérouler. Nous allons d'abord, je vais tenter de retracer votre parcours. C'est très compliqué, surtout dans un temps bref. Ensuite, je passerai la parole à Gilles de Robien, ensuite M. le professeur Jean-Claude Javillier, et puis nous vous remettrons une petite surprise. Et vous aurez la parole pour nous parler de choses qui vous tiennent à cœur, notamment une intervention sur la déclaration de Philadelphie et la justice sociale, telle qui, évidemment, en principe, nous unit tous ici. Je vais donc tenter, mesdames et messieurs, chers amis de la FOIT, de vous présenter un petit peu votre parcours, cher professeur Suppiot. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler, ce qui nous vaut la joie de vous accueillir ici. En réalité, vous aviez candidaté via cet ouvrage collectif au prix Francis Blanchard, le travail du XXIe siècle. C'est le livre du centenaire de l'OIT qui avait été édité en partenariat avec le Bureau de Paris. La préface d'ailleurs de Cyril Combes. Et pour des raisons diverses, notamment celle de financement officiel du BIT, l'ouvrage n'était pas recevable, pas autorisé à concourir. Mais il était hors de question de vous laisser partir comme ça. Donc, l'occasion était trop belle vraiment de saluer ce qui a été un fil conducteur dans votre œuvre, c'est-à-dire l'adhésion aux valeurs de la Constitution de 1919 et de la déclaration de Philadelphie. Donc, je dois déjà vous remercier. Grâce à vous, nous avons eu l'idée de créer ce prix d'honneur. Il sera difficile de trouver un candidat de votre qualité, mais voilà. Alors, votre parcours tout d'abord. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si vous le savez, je pense que peu l'ignorent, mais le professeur Alain Suppiot est nantais. Cette belle ville de Nantes est effectivement votre port d'attache, qui vous a d'ailleurs décerné sa médaille d'honneur. Et petite parenthèse en forme de note d'humour, c'est peut-être en raison de cette attache portuaire que vous avez su résister si longtemps aux sirènes, les sirènes des universités parisiennes. Voilà, ça c'est la petite note de l'universitaire. Vous avez cédé seulement aux sirènes du Collège universitaire de France, où vous étiez titulaire jusqu'à il y a peu de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique et solidarité. Mais je voudrais revenir au début de votre parcours. Alors, après un bac philosophie, vous obtenez une licence en droit, un DES en droit privé, une licence en sociologie, un DES en droit public. Voilà, un DES en droit public et enfin un doctorat d'État en droit en 1979 sur le thème le juge et le droit du travail sous la direction de notre estimé collègue Jean-Claude Javillier, ici présent. Armé de ce solide bagage, évidemment, vous êtes dès l'année d'après agrégé des universités et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite, avec quand même une dominante. Et cette dominante, c'est qu'il me semble que depuis 1980, vous êtes un passeur de frontières. Alors, vous êtes un passeur de frontières physiques tout d'abord, puisque vos recherches... Oui. Voilà, une approbation. Il y a vos recherches et vos enseignements vous ont amené vraiment à travers le monde. Je cite quelques endroits où vous avez pu poser vos bagages à des moments variés. Berkeley, en Californie, Berlin, Munich, Paris, Bucarest, et puis le réputé, évidemment, Institut universitaire européen de Florence. Ça, c'est un premier indice qui montre que vous êtes un grand passeur de frontières physiques. Deuxième indice, vous êtes docteur honoris causa des universités de Liège, de Buenos Aires, de Louvain
de Thessalonique. Vous êtes également, last but not least, correspondant de la British Academy. Vous avez enfin dirigé 26 thèses de doctorat, dont plusieurs étaient des thèses de droit comparé avec le droit camerounais, vietnamien, coréen, anglais, allemand, et j'en oublie certainement, ainsi qu'une thèse sur le commerce international. Et puisqu'on parle des thèses de doctorat, évidemment, je voudrais quand même mentionner le fait que vous avez permis à plusieurs collègues de devenir enseignants en dirigeant leur thèse de doctorat. Et certains comptent dans le droit du travail actuel. Il y a par exemple Nicole Magie-Germain, Franck Héas, Jean-Yves Carbourg, Gwénola Barguin, Stéphane Carré, et Vanessa Dutu qui est ici également. Et je m'excuse pour ceux que je n'ai pas cités. Donc vous êtes, je crois que c'est indiscutable, un passeur de frontières physiques. Vous êtes aussi un passeur de frontières institutionnelles. Il n'est pas surprenant que de nombreuses institutions aient très vite décelé vos talents et vous ont proposé des collaborations à des titres divers. C'est par exemple l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm, c'est le CNRS, c'est l'ENA, un certain nombre de ministères français, l'Institut universitaire de France et puis évidemment le Collège de France, je vous le disais tout à l'heure. Je ne voudrais pas oublier deux organismes qui sont l'Association internationale du droit du travail et de la sécurité sociale. Vous avez été vice-président au milieu de la responsabilité des relations internationales. Et puis, bien sûr, l'OIT, puisque vous avez été intégré dans le conseil scientifique du PIT, et puis dernièrement dans la commission mondiale sur l'avenir du travail. Mais je termine sur ce qui est sans doute le plus important à vos yeux, c'est le fait que vous ayez créé à Nantes la Maison des sciences de l'homme en 1990 et l'Institut d'études avancées en 2008, qui a abrité le cher France PIT. Voilà, donc vous êtes aussi un passeur de frontières institutionnelles. Vous êtes enfin, et c'est peut-être le plus important et peut-être le plus impressionnant, un passeur de frontières disciplinaires. Alors, je vais vous demander la permission de vous livrer un petit souvenir personnel. En 1990, je commençais ma thèse de doctorat et il m'a suffi de lire un de vos articles, l'article qui est paru en droit social en 1990 et qui s'appelait « Pourquoi un droit du travail ?», pour être admiratif. Alors, admiratif à plusieurs titres. Le premier titre, c'est d'abord votre style d'écriture, parce qu'il y a véritablement un style Alain Supiot, quand on vous lit. Comme sa modestie dut-elle en souffrir, il y a un style Jean-Claude Javillier. Et c'est assez rare pour être souligné, et c'est incontestable. Évidemment, mon admiration, elle vient aussi de votre érudition, car là aussi, c'est vraiment suffisamment rare pour être souligné. Aucun champ des sciences humaines ne vous est inconnu. Vous donnez par ailleurs l'impression de les explorer avec gourmandise. Vous avez exploré à travers votre parcours et votre œuvre, bien sûr, la littérature, l'histoire, la géographie, mais aussi l'économie, la sociologie et la psychologie. Ce n'est pas surprenant si on sait que c'est le doyen Jean Carbonnier qui vous a fait rencontrer Jean-Claude Javillier et vous, qui était aussi un grand passeur de frontières institutionnelles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est marquant dans votre œuvre et qui rend chacun humble quand on vous lit. Et puis enfin, je pense qu'on est tous ici admiratifs de votre engagement constant au service d'un humanisme du droit du travail et des rapports de travail. Il faut absolument lire Alain Supiot, il faut absolument aussi regarder vos conférences et enseignements sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles grâce à la technique moderne. Alors, chers amis, cher professeur Alain Supiot, vous n'êtes pas de ceux qui distillent leurs idées par de grands éclats de voix.
vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui va mettre en scène de manière orchestrée ses interventions. Vous êtes un homme plutôt discret, mais vous avez la discrétion de ceux qui ont abandonné leur certitude au profit de convictions profondes. Il ne reste pas moins, et votre modestie va en souffrir, que vous êtes une voix qui compte, incontestablement. Elle compte car votre production scientifique est véritablement impressionnante. Je renvoie chacun et chacune 20 pages du PDF qui liste vos publications sur le site du Collège de France. Et ça sera, pour celui qui va en savoir plus sur vos idées, vraiment une liste extraordinaire. Donc évidemment, je dois vous prévenir que j'ai vite abandonné l'idée d'en faire une présentation exhaustive de vos travaux, mais je vais essayer de vous donner un avant-goût de cette carrière. En commençant par les chiffres, j'espère que je ne vais pas vous irriter puisque vous avez fait un ouvrage sur la gouvernance par les nombres. Donc l'aspect quantitatif est sans doute le moins important, mais quand même, vous avez écrit 35 livres, seuls ou en collaboration, avec les plus grands noms, et des anglo-saxons comme Simon Daking ou d'autres. Certains de vos ouvrages, comme celui sur le mot juridicus, ont été traduits en 9 langues. Vous avez contribué à 55 ouvrages collectifs, préfacé 21 ouvrages, signé 80 articles en langue française et pas moins de 109 en langue étrangère. Qu'il suffise donc ici, après ces quelques chiffres, de vous donner quelques grandes lignes de force de votre œuvre qui est traversée par une constante. Tout à l'heure, je disais, vous êtes un passeur de frontières, mais il y a un autre aspect qui est très important. Moi, je vous considère comme un lanceur d'alerte. Et il y a 50 ans, Claude Lévi-Strauss nous avait déjà averti. Nous souffrons d'une forme d'humanisme déréglé. Réfléchissant sur cet humanisme, vous avez, sans relâche, scruté, décortiqué, analysé l'âme du droit du travail et le fonctionnement des rapports sociaux. Je dirais presque avec la même ardeur que celle de l'académicien François Cheng a ausculté celle de l'âme humaine. Alors qu'on soit prévenu, aucune des évolutions, aucune des faiblesses, aucun des non-dits du droit social ne saurait vous échapper. Quelques exemples. Vous avez su, par exemple, détecter ce qu'il y a de refoulé du droit civil dans le droit du travail, par exemple le collectif, les rapports de pouvoir entre des sujets qui sont formellement égaux, et puis tous les aspects du corps humain au travail. Vous avez, et alors là vraiment il faudrait y passer un grand moment, détricoter tous les liens nombreux, parfois cachés, entre le droit du travail, le paradigme de l'emploi, la régulation et la régulation du marché total dans la société néolibérale occidentale. Et à ce titre, vous fustigez, je pense que le terme est assez exact, l'impasse dans laquelle cette société libérale nous met. Une impasse où l'homo faber qui vous est cher a perdu sa place. Une impasse où l'environnement et la biodiversité se dégradent. Et un environnement, une impasse où les dérives technologiques menacent le travail et, in fine, nous menacent également. Alors, en guise de premier remerciement, je voudrais vous offrir quelques mots d'une femme remarquable, Toni Morrison, américaine décédée en 2019 et écrivaine prix Nobel de littérature, qui écrivait ces mots en 2012 sur la société américaine. Au nom de l'argent roi, on privatise les écoles, les hôpitaux, les routes. Les catégories toujours plus grandes de population sont exclues du système. Et il ne leur reste plus que la révolte. Il nous appartient, à nous, de veiller les uns sur les autres. Comment? Alors, les voies sont évidemment multiples, mais une chose est sûre,
elle passe assurément par ce qui nous réunit aujourd'hui. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les valeurs contenues dans la Constitution de l'OIT de 1919, celles contenues dans la Déclaration de Philadelphie de 1944, et ce n'est sûrement pas un hasard si votre dernier ouvrage, qui constitue vos leçons au Collège de France, leçons de clôture au Collège de France, s'intitule « Le travail humain n'est pas une marchandise, contenu et sens du travail au XXIe siècle », les éditions du Collège de France. Je recommande évidemment cet ouvrage comme tous vos derniers ouvrages. Mais, cher Alain Supiot, cher professeur, je n'ai que trop parlé, alors je vais laisser la parole là encore à Toni Morrison, parce que je pense que ces mots vont décrire votre démarche. Voilà ce que dit cette grande écrivaine. Je n'ai jamais voulu me conformer à la vision qu'un autre avait de moi-même. Mon truc à moi, c'était plutôt d'éliminer l'oppression de mon esprit. Et là, l'univers s'ouvre. Tout est possible, car vous n'êtes plus dans la réactivité, mais dans votre propre vérité. Alors, 2 ans et 5 mois, jour pour jour, après votre dernière leçon au Collège de France, la FOIT va être très honorée de vous donner la parole et d'écouter votre propre vérité. Mais avant, je vais passer la parole à M. Cyril Combe, directeur du bureau de Paris de l'OIT, pour vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Bonjour à tous. Monsieur le professeur, cher Alain, aujourd'hui, vous l'avez compris, nous nous sommes réunis pour vous exprimer notre estime, notre reconnaissance pour l'ensemble de vos travaux que François a rappelés, mais aussi notre estime et notre reconnaissance pour votre engagement en faveur du travail et plus précisément, pour reprendre des termes de la Constitution de l'OIT que vous affectionnez, que vous aimez citer, pour la promotion d'un régime de travail réellement humain. Alors, vous avez devant vous quelques-uns des représentants de la communauté que je pourrais qualifier la communauté des amis de l'OIT, une communauté en réalité que vous avez très largement contribué à forger et à rassembler. Parce que pour l'OIT, vous êtes tout à la fois un ardent avocat de son mandat, la justice sociale, et un soutien fidèle, mais parfois critique, de son action. Et votre parole est une parole toujours libre et exigeante, et elle est de celle dont je crois cette organisation a besoin. Et j'aimerais souligner ici ce matin quelques-unes des raisons pour cela. D'abord parce que c'est une parole qui, François l'a évoqué, c'est une parole qui alerte. Elle alerte sur l'importance et même la nécessité de bien comprendre et de bien saisir l'objet dont on parle, c'est-à-dire le travail. Le travail, qu'est-ce que c'est? Nous le savons bien ici, c'est bien plus qu'un marché, c'est bien plus qu'un facteur de production. Ce sont des femmes et des hommes qui, par leur génie, transforment, façonnent leur environnement et qui contribuent au bien commun. D'où l'exigence d'égale dignité qui devrait rester le principe fondamental inspirant toute démarche normative sur le travail, et vous nous le rappelez fort utilement. Une seconde raison qui rend votre parole si utile pour l'OIT, c'est votre invitation incessante à ne pas oublier nos fondamentaux, d'où l'on vient. Là encore, François l'a rappelé, en maintes occasions, vous avez souligné le caractère si moderne des premiers termes du préambule de la Constitution de l'OIT, il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Vous avez encore une fois rappelé cet appel à l'instauration d'un régime de travail réellement humain, un tel régime n'étant possible qu'à la condition d'être en mesure d'opposer un certain nombre de règles et de principes communs à l'ensemble des acteurs de l'économie mondialisée,
sans quoi le développement des échanges commerciaux aboutirait à une marchandisation du monde. Votre parole a ainsi permis de redécouvrir l'esprit de Philadelphie, dont vous avez souligné le caractère, là encore une fois, moderne et visionnaire. Remettre l'humain au cœur de l'économie, au cœur des politiques, c'est finalement tendre vers cet état de droit universel qui était le rêve kantien, je donnerai cette référence un peu cuistre, ce rêve kantien des fondateurs de la Société des Nations et de l'Organisation internationale du travail. Je tiens évidemment aussi à vous remercier pour l'appui constant que vous avez bien voulu apporter à l'OIT, à ces travaux de recherche. Évidemment aussi à l'occasion de la célébration du centenaire de l'OIT, vous avez été un membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, au sein de laquelle vous avez, je crois, alors je n'y étais pas, mais j'ai eu quelques échos, vous avez exprimé cette parole que je qualifiais tout à l'heure de libre et exigeante. J'ai échoué lamentablement. Et alors, sur un plan cette fois-ci beaucoup plus personnel, je voudrais aussi vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'aide que vous m'avez apportée, pour l'ensemble des activités déployées en mobilité en France, parce que nous avons pu, je crois, grâce à votre engagement, réaliser de belles choses. Nous avons pu relancer ces entretiens France-BIT accueillis au Collège de France, qui ont été autant de belles occasions de rencontres entre chercheurs et acteurs du travail. L'occasion aussi de controverses parfois. Je garde aussi un souvenir particulièrement émouvant du colloque de Cerisy à l'occasion de la préparation du centenaire. Et je pense que je ne suis pas le seul ici à garder ce souvenir ému de nos conversations sur le futur du travail qui se sont déroulées dans un cadre que vous m'avez fait connaître. Je n'étais jamais allé. Un cadre à la fois studieux et champêtre. Et ce colloque, je le rappelle, s'intitulait « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» Toujours la même interrogation. Et puis enfin, ce colloque au Collège de France en février 2019 qui a ouvert les célébrations du centenaire à Paris et en France et qui a débouché sur cet ouvrage, Le travail au XXIe siècle, que vous avez dirigé. Qui est paru aux éditions de l'Atelier, je le rappelle, puisque les éditions de l'Atelier ont joué un rôle très important dans la genèse de ce projet éditorial, et également en collaboration avec la chaire France-OIT de l'Institut d'études avancées de Nantes que vous avez créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans et qui reste bien présent dans le partenariat entre la France et l'Organisation internationale du travail. Donc, pour toutes ces raisons, nous et je vous dois beaucoup et je suis particulièrement heureux ce matin d'avoir l'occasion de vous le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Je passe la parole maintenant à Gilles de Robien, monsieur le ministre, président d'honneur. Voilà. Voilà. Merci beaucoup au président. Cher Alain Suppiot, moi je voulais vous dire combien je me réjouissais de cette initiative du bureau. À la fois je me réjouis, à la fois j'ai un regret, c'est de ne pas y avoir pensé quand j'étais encore président de la FOIT. Là, vraiment, je bats ma coulpe. Moi, j'ai participé à la prise de décision il y a quelques semaines et je crois que c'est à la fois juste, valorisant pour notre association. Et je remercie beaucoup François, notre président, en tout cas de l'initiative qu'il prend à votre égard. Une initiative, en tout cas, dont je me réjouis, mais qui me donne surtout l'occasion de vous saluer. Je crois que la première manifestation importante que j'ai connue au sein de la FOIT, c'était justement à Nantes, un colloque sur la maritime, sur la convention maritime, qui était une grande réussite. Depuis ce temps-là, j'ai eu l'occasion de vous écouter quelques fois. Si je dis quelques fois, c'est pour vous exprimer un regret, pas suffisamment des fois. Mais à chaque fois, j'ai été vraiment séduit par la profondeur de votre pensée, par la technicité aussi, qui est une de vos caractéristiques, et par votre humanisme qui ressortait à chacune de vos phrases. Et j'ai été vraiment extrêmement impressionné par... vous êtes un monument, en fait. Vous êtes le géant
du droit du travail, mais vous êtes un monument. Un monument qui fait honneur à notre pays sur la scène internationale. Et lorsque certains déclinistes disent la France ne représente plus grand-chose, moi je vous assure qu'avec des chercheurs comme Alain Supiot, oui, la France représente toujours cette culture, cette spécificité qui tient par son côté droit social, spécificité sociale, droit du travail. Et pour ça, je voulais vraiment vous rendre hommage. Et puis, je voulais vous remercier pour des messages en direction même des responsables publics, parce qu'ils ont besoin, nous avons besoin, je suis évidemment exclu, mais nous avions besoin, nous avons toujours besoin, nous avons peut-être encore plus besoin de certains de vos messages qui sont contenus quelquefois dans des titres ou dans des harangues. J'ai retenu le haro sur le droit du travail fini par la C, tant mieux. J'ai retenu l'expression que François a exprimée tout à l'heure. Vous êtes un lanceur d'alerte. C'est exactement ce que j'avais noté sur mon petit papier. Vous êtes un vrai lanceur d'alerte. Et vous lancez des alertes notamment sur le danger d'une gouvernance par le nombre, les chiffres, les logiciels, tout ce qui est inhumain, technique, alors que la gouvernance, c'est quelque chose de contraire, de profondément humain, on fait société. On n'imagine pas le gouvernement des hommes sur le modèle d'une machine. On doit refuser une nation comme une start-up, je le dis avec beaucoup de franchise, parce qu'il y a des choses qui choquent tellement qu'on a le devoir, comme on a eu quelques responsabilités, de les dénoncer. Alors oui, vous êtes un géant, mais vous êtes aussi un héros H-E-R-A-U-T aussi. H-E-R-A-U-T, le héros humaniste d'une gouvernance par le droit. Et si vous me permettez d'ajouter, par le droit, mais aussi par l'empathie et la bienveillance. Et pour tout cela, je vous remercie en mon nom propre, du représentant de qui que ce soit. Et je pense qu'en tout cas que ces remerciements et cette gratitude sont largement partagés sur tous ces dons et au-delà. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois dans les manifestations de la FOIT que nous allons entendre successivement les deux présidents d'honneur de la FOIT. Et voilà, et grâce à vous, c'est un événement qui est assez rare également. Je passe donc la parole à notre cher Jean-Paul Lavigny. Monsieur le Président et cher François, merci infiniment pour cette invitation et cette occasion. Monsieur le Président, cher François, merci infiniment de cette invitation qui est une occasion pour nous de nous rassembler autour de nos valeurs et de mobiliser en présence de tant de défis du monde contemporain. J'ai 3 raisons d'être particulièrement heureux que nous célébrions, Alain, mon estimé collègue et cher ami, ses travaux, son influence dans le monde. La première raison, c'est qu'en ces temps, nous avons besoin d'être confortés au regard des qualités, de l'importance de l'université, des travaux dans le monde. Et je voudrais remercier Alain parce que depuis que je le connais à l'aube de ses travaux, j'ai toujours trouvé que c'était un être qui nous motivait profondément, qui nourrissait le dialogue et au fond, qui avait une écriture, une pensée libre et exigeante. Nous avons besoin de tels rappels dans le monde contemporain. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'un ardent juriste qui croit au droit, mais nous rappelle combien le droit sans valeur et sans vision ne peut valoir dans un pays ou dans le monde. Et je crois que c'est particulièrement important parce que j'ai de temps en temps de sombres pensées sur le positivisme, qui fait à mon sens tant de ravages. Merci Alain de nous délivrer d'une façon profonde de ces chaînes
qui d'une certaine façon font obstacle à l'influence des juristes et à l'utilité du droit. Je suis très inquiet de cette perte de confiance dans le droit. Je dois dire que le doyen Carbonnier avait cette expression si juste, et les juristes en sont même venus du droit. Merci Alain de nous faciliter cette croyance dans le droit. La troisième raison de se féliciter, c'est au fond ce passeur formidable que tu n'as cessé d'être entre civilisation et philosophie. Ce qui est de nature à nourrir une pensée juridique contemporaine utile et au service d'un droit social, alors que tant ne cessait d'écrire sur ce droit social, ce code qu'il faut brûler, qui n'existera plus. En réalité, je pense que tu as creusé au fil des années des éléments qui sont de nature à nous permettre d'envisager l'avenir avec une certaine confiance. Esprit de Philadelphie, es-tu là? Oui, certainement. Heureusement que tu as écrit sur ce sujet. Je voudrais terminer en disant que ce qui me frappe et m'importe le plus, c'est la permanence de cette modestie et de cette ardeur dans les travaux qui, au fond, sont indispensables pour passer aux jeunes générations la confiance, notamment sur le droit. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons collectivement applaudir. Alors, voici le moment important où nous allons vous remettre ce prix. Donc, je vais demander à les personnes présentes de se lever. Voilà. On va essayer de s'approcher. Donc, cher Alain Suppiot, au nom de la FOIT, au nom des présidents d'honneur et au nom du. Alors, on va associer le bureau de Paris, c'est un partenaire exclusif, pas exclusif d'ailleurs, mais important. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de chaleur humaine qu'on vous offre ce diplôme de la FOIT comme prix d'honneur de la FOIT pour l'ensemble de votre travail. Merci infiniment. La France est un peu. Je suis français. Je vous remercie pour votre accueil. Avec plaisir. Je vais avoir l'occasion. Voilà, on va vous écouter. On fait peut-être une photo, nous excusons, on va peut-être prendre la photo officielle. Tu peux nous... Je suis à votre disposition. Alors, Je vais regarder. on va la Je vais regarder. Voilà, allez, gros pire. J'ai la lumière. Vous avez des lumières. On a des lumières, on va se mettre. Il n'est pas étonnant qu'on ait des lumières aujourd'hui. Pour une fois qu'on a des lumières. Alors, je propose qu'en fait, on vous écoute tout de suite parce que votre parole est importante et puis après, nous vous offrirons la petite surprise spéciale à FOI. Vous avez la parole. Monsieur le Président, messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion que je suis accueilli par vous ce matin. Un de mes auteurs, un auteur que j'aime beaucoup, Simon Less, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les habits neufs du président Mao, attaque contre j'allais dire les Mao de Paris, a écrit un jour qu'un honnête homme à qui doit entendre tant de compliments sur lui-même n'a plus d'autre choix que de se faire harakiri. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger ce spectacle, mais tout en étant très sensible à ce que je viens d'entendre, je y vois que le reflet de ce qui a toujours été de mon côté un effort pour travailler collectivement, notamment
dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, et comme l'a dit Cyril Côme, qui aime bien châtie bien, et mes critiques à l'égard de l'organisation sont à la hauteur de l'attachement à sa mission. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui elle aille bien, mais je ne voudrais pas assumer des ombres aujourd'hui, et on pourrait dire de l'OIT ce que De Gaulle a dit en 42-43, je crois, de la souveraineté. Il a dit « elle est comme une lumière sous le boisseau, tant qu'elle brûle, nous pouvons être sûrs qu'elle nous éclairera à nouveau ». Donc, je vois l'OIT un peu de cette façon actuellement. Si on revient effectivement à sa fondation, 1919, on est frappé en lisant le préambule de l'actualité, la pertinence des constats qui ont pu être faits à l'époque, réitérés effectivement en 1944, avec cette donnée de fond qu'il n'y a pas de paix durable sans justice sociale, ce qui ne doit pas être pris comme l'expression d'un idéalisme désuet, mais au contraire comme le fruit, d'ailleurs le mot est employé dans les déclarations de l'expérience. C'est une expérience tragique, meurtrière, qui nous apprend que si on laisse les injustices se développer dans des proportions trop insupportables, elles débouchent nécessairement sur la violence. Et cette grande leçon a été quand même largement oubliée. L'effort considérable qui avait été fait d'organisation internationale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est, disons, ne s'est pas dissipé complètement, mais a donné lieu à une autre façon de penser les relations internationales. À mes yeux, le tournant, c'est le début des années 2000, lorsque l'administration américaine dit qu'il ne faut plus penser en termes d'organisation, mais en termes de coalition. Donc là, on a l'idée d'un monde organisé par des liens d'allégeance et plus par des organisations avec des États placés sous un pied d'égalité. Mais surtout, ce qui a ressurgi à gros bouillon à partir des années 70-80, c'est une foi quasi religieuse. Alors j'emploie les termes qui sont ceux de l'un des plus grands économistes du siècle dernier, qui est Karl Polanyi, qui était aussi historien, mais il n'est pas de grand économiste qui soit historien, qui décrit la naissance de cette foi quasi-religieuse au XIXe, selon laquelle, au fond, il existerait inscrit dans la société des mécanismes spontanés qui établiraient la plus grande justice possible. Si je dis quasi-religieux, parce qu'il est clair, il y a des travaux qui le montrent, que cette foi est l'héritière de la foi dans la divine providence, que la main invisible a été la forme sécularisée de cette providence. Et en 1945-1946, on pouvait penser que cette façon naïve de concevoir une justice automatique était derrière nous, et ce n'était pas le cas. Cette fois ressurgit, vous savez, notamment dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme, et cette idée que le monde entier devrait être organisé au travers d'un ordre spontané, c'est l'expression de Friedrich Hayek, et c'est réaffirmé. J'en donne juste une illustration parce qu'elle me permet de faire un dernier petit point de contact avec l'OIT. Si vous lisez les efforts qui ont été faits à la fin de chacune des guerres mondiales, on s'est entendu pour essayer d'accorder les nations sur une représentation commune de la justice qui réglerait leurs rapports. Si vous lisez les objectifs du développement durable qui ont été adoptés en 2015, qui fixent un agenda 2030 à l'ensemble de la planète, vous pouvez chercher le mot justice sociale, il n'y figure pas. Vous avez une liste de 17 objectifs, quarantaine de cibles, 244 indicateurs de performance. La planète tout entière est envisagée comme une vaste entreprise qui pourrait être gouvernée par les nombres et arriver ainsi à une forme de justice spontanée. Nous avons autour de nous bien des preuves qu'il y a là un véritable mirage. Si la justice sociale n'est pas un mirage, ça c'en est un. Et une des choses que nous devons retenir de ces formulations des préambules de la Constitution de 1919, c'est qu'elle parle d'une communauté d'efforts.
la justice n'est pas un donné spontané. Elle résulte d'un effort et d'une coordination d'efforts réfléchis entre nations et dans une quête toujours tâtonnante, jamais achevée. Et ça a été la grande nouveauté du droit social, je pense, dans l'histoire du droit, sur l'histoire longue par rapport au droit civil, c'est de prendre acte de cela, du fait qu'on n'a pas une règle juste en surplomb qu'il suffirait d'appliquer, mais qu'on a besoin de mécanismes qui permettent de métaboliser les rapports de force pour en faire des instruments de quête d'une redéfinition permanente de la justice. Et telle est la fonction des grandes libertés collectives, libertés syndicales, droit de grève, négociation collective, qui permettent d'opérer cette transformation de rapport de force en rapport de droit. Donc nous sommes les héritiers d'un héritage qui, comme la lampe sous le boisseau, mérite d'être protégé et même ravivé. En même temps, nous devons prendre acte des grandes transformations qui ont affecté l'organisation du monde, et notamment ces deux changements considérables que sont une révolution technique d'une ampleur au moins aussi considérable que celle qui avait donné lieu à la seconde révolution industrielle, et d'autre part la prise de conscience des limites écologiques de la planète. À mes yeux, la question sociale et la question écologique sont les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire si la planète chauffe exagérément, c'est notre façon d'organiser le travail à l'échelle de la planète, pas dissocier, ces deux questions sont sans rapport. D'ailleurs, le Covid nous l'a rappelé avec les chaînes de production, enfin, ces choses insensées. Je ne peux pas m'appesantir là-dessus. Donc, il y a des problèmes nouveaux, et pour faire face à ces deux grands défis écologiques et technologiques, nous sommes dans une situation un peu de faiblesse institutionnelle, puisque les institutions elles-mêmes, je crois que c'est ce qui distingue le néolibéralisme du libéralisme classique, là où le libéralisme classique plaçait encore le marché et les échanges sous l'égide des États, la loi, le néolibéralisme prétend placer la loi et les États sous l'égide du marché. Donc, les lois devraient être le produit d'un calcul d'utilité sur ce que la Banque mondiale appelait un marché des normes. Alors, ça fait partie de cette idée d'un ordre spontané où le droit lui-même pourrait, par benchmark entre différents systèmes, une sorte de darwinisme normatif qui a été théorisé par. Alors, face à ces problèmes, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on trouve encore cette source d'inspiration lorsqu'on lit ces textes fondateurs, et notamment la déclaration de Philadelphie. Ce qu'on peut dire à grands traits, c'est que les questions de justice sociale, et ça avait été la faiblesse de la conception de l'État social, avaient été, au fond, modelées sur le modèle du contrat de travail comme des échanges de quantité. On échange une quantité d'argent, une quantité de temps subordonné. Le périmètre de la justice sociale avait été réduit à cela, tandis que le sens et le contenu du travail en ont été radicalement exclus. Ce qui a donné lieu à des critiques dans le mouvement syndical aussi. Enfin, j'ai publié en France la traduction d'un livre du grand syndicaliste Bruno Trentin qui rappelle tous les débats qui ont eu lieu lors de l'instauration du travail à la chaîne, etc., où Simone Veil, je parle de la philosophe naturellement, qui est pour moi une si grande source d'inspiration, disant il y a deux formes de malheur ouvrier, c'est quand même d'aller travailler à la chaîne, et pas pour convertir comme les Mao à la bonne parole, c'était pour faire l'expérience elle-même de ce dont elle allait parler. Il y a l'oppression et l'exploitation, à grands traits. L'exploitation, c'est le fait d'être payé des salaires insuffisants pour des durées de travail trop longues. Ça, elle appelait ça les questions de sous, c'est l'enjeu quantitatif. Tel a été l'objet de la justice sociale dans le cadre de l'État social. Et puis l'oppression, c'est le fait d'être condamné une vie entière à des tâches où on n'a pas la possibilité de mettre un peu de sa propre intelligence. Et donc, on a eu une justice sociale qui a été concentrée sur les questions de l'avoir. Alors, largement démantelée aujourd'hui au nom d'un ordre spontané, avec des inégalités considérables. Et ce retrait des solidarités organisées, réfléchies sur base démocratique, on pensait naïvement, s'il y a des textes de Hayek, ça allait faire disparaître même l'idée de solidarité, qui disait que c'est un atavisme hérité des temps anciens. Ce qui est une naïveté anthropologique, solidarité entre les êtres humains, personne ne pourra l'extirper. Simplement, elle se reconstitue sur d'autres bases.
la couleur de la peau, le sexe, la nationalité. Tout peut faire l'affaire, si je puis dire, pour fonder de nouveaux types de solidarité, et qui sont fondés non plus sur l'avoir des revendications, mais sur l'être, ou un être supposé, sur les identités, et l'obsession des identités face auxquelles on assiste. Donc, on est passé de... C'est le mot justice sociale, chez mes collègues américains, ça renvoie à ça aujourd'hui, principalement. Et il faut, me semble-t-il, dépasser cette justice sociale qui était uniquement focalisée sur l'avoir, sur des échanges quantitatifs, et celle qui prétend s'adosser sur des identités, pour avoir ce troisième terme que les juristes savent que dans le corpus juris, c'est le plan des instituts, il y a les personnes, les choses et l'action. Le troisième terme, c'est l'agir. Donc, il faut prendre en considération non seulement ce que les êtres humains ont, ni ce qu'ils sont sur leur papier d'identité, mais surtout ce qu'ils font et leur donner la possibilité de l'exprimer. Et à cet égard, nous avons dans... alors, cette exigence, oui, je tiens à dire quand même ici, parce qu'un certain nombre de critiques de ce que nous avons hérité de la justice sociale prétendent se situer dans le cercle de la raison. Alors, j'invite ceux qui se situent dans le cercle de la raison à rallumer les lumières. Je veux dire, à revenir aux aspirations qui furent celles des Lumières françaises ou américaines avant que l'essor du capitalisme n'impose la fiction du travail marchandise. Alors, j'ai deux petites citations, mais je vais donner la parole aux hommes des Lumières, puisque en réclame. La première, c'est Rousseau, qui écrit, c'est dans un projet de constitution pour la Corse. Il importe extrêmement de ne souffrir dans la République aucun financier par État, moins à cause de leurs gains malhonnêtes qu'à cause de leurs principes et de leurs exemples qui, prompts à se répandre dans la nation, détruisent tous les bons sentiments par l'estime de l'abondance illicite et de ses avantages, couvrent de mépris et d'opprobre le désintéressement, la simplicité, les mœurs et toutes les vertus. Ça, c'est Rousseau. Je parle pas de candidat à la présidence de la République, je parle du philosophe. Deuxième citation, Montesquieu. J'ai passé la deuxième année de confinement avec Montesquieu pour les besoins d'une édition du tricentenaire des lettres persanes que je viens de publier. Et Montesquieu écrit ceci, parce qu'on le présente, lui, on l'enrôle sous l'égide de la globalisation marchande. Il écrit ceci: si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales, les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. Et un peu plus loin dans l'esprit des lois, il dit ceci: pour maintenir l'esprit du commerce, je trouve cette formule admirable, enfin, je vous le dis d'avance, il faut que les lois, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettre chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou acquérir. Donc, les hommes des Lumières avaient conscience des risques que faisait courir à la paix civile l'exacerbation des inégalités économiques. Donc, je ne reviendrai pas ici sur le besoin qu'il y a évidemment de réduire ces inégalités et de ne pas abandonner cette idée de la justice quantitative. Maintenant, quelques mots, dans le temps qui me reste, 5 minutes, sur cette justice qui devrait être fondée sur l'agir et qu'on peut appeler la juste division du travail. J'avais commencé à y réfléchir dans ce séminaire de Cerisy où nous étions retrouvés. Comment concevoir, je voudrais simplement en quelques mots vous montrer que ça ouvre les champs pour l'action, pour les revendications, pour les négociations. Et nous avons une formule dans la déclaration de Philadelphie qui, à ma connaissance, est la seule norme internationale à avoir abordé la question du travail en tant que tel, pas seulement de son prix, de sa durée, etc., mais du travail en tant que tel. Alors, la déclaration commence par rappeler que cet objectif fondamental qui s'est assigné à toute politique économique nationale et internationale de réaliser le droit de tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, de poursuivre leur progrès matériel
et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Je le rappelle juste parce que, en ce qui me concerne, je pense que nous devons tenir bon sur ce principe de l'égale dignité et ne pas nous laisser entraîner sur cette notion d'une justice sociale qui serait indexée sur la couleur de la peau, des choses comme ça. J'ai beaucoup de conversations avec des amis. D'en parler au professeur Ibrahim Mathieu, je sais pas. Il y a des critiques féroces de cette façon de voir parmi les intellectuels africains. L'idée de développement spirituel qui figure, je ne peux pas manquer de vous raconter cette anecdote et de trahir aussi le secret des délibérations de la commission sur le travail. Dans un des documents où j'avais dû citer ce passage de la déclaration, ça avait dû paraître bizarre à la machine. Et le mot développement spirituel avait disparu. Alors, j'entends bien que soyons enclins à effacer progressivement la limite entre l'homme et l'animal et penser que tout ce qui le motive, c'est de consommer et de copuler. Mais il faut reconnaître qu'il y a une vie de l'esprit, qu'on veuille ou non, alors qu'elle soit intimement liée à la vie du corps, et que ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais il faut s'y faire, c'est-à-dire que l'être humain a un esprit qui n'est réductible ni aux réflexes conditionnés, ni à l'intelligence artificielle, et que sauf à sombrer, comme tant de travailleurs aujourd'hui, dans la dépression, il a besoin de trouver un sens à sa vie et au monde où il vit, et qu'un travail est réellement humain s'il accorde cette double exigence de sens en mettant l'esprit à l'épreuve des réalités du monde. Et c'est là que nous avons donc cette formule de la Déclaration de Philadelphie qui ne se contente pas de proclamer ce droit de tous les êtres humains, mais elle définit ce régime de travail. C'est un régime, alors je vous lis la formule parce que je pourrais vous en faire une glose, c'est un régime qui assure aux travailleurs, je cite, la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun. Donc, deux choses. Première chose, pour être juste, la division du travail doit procurer à tous la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance. Alors, un tel objectif pouvait apparaître inaccessible tant qu'il y avait une quantité de tâches qui supposaient simplement un engagement physique ou une activité mécanique. Aujourd'hui, les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle laissent entrevoir une possible prise en charge par les machines de tout ce qui relève du calculable, ce qui ne signifie nullement pour nous la fin du travail, mais la possibilité de se concentrer sur des tâches qui exigent ces qualités proprement humaines que sont l'attention à autrui, l'expérience, l'imagination ou la créativité. Pour se saisir de cette possibilité, encore faut-il ne pas concevoir l'être humain sur le modèle des machines. C'est ce qu'a fait l'humanité depuis le début, si vous voulez. Dès l'esclave, on le conçoit comme l'équivalent de l'animal, et puis dans les temps modernes, comme un rouage d'horlogerie, et aujourd'hui, on l'imagine comme un logiciel programmable. D'ailleurs, il paraît que certains partis politiques doivent changer de logiciel. Bon. Donc, on voit que l'imaginaire qui nous porte, ce serait celui d'êtres humains qui fonctionneraient comme des ordinateurs, ce qui, bien entendu, explique un peu les problèmes de santé mentale considérables que tous les chiffres attestent. Voilà. Alors, on avait hérité de l'ère industrielle l'idée que toutes les institutions humaines obéissent à une logique de pouvoir. Et si l'on veut redonner cet espace à l'intelligence humaine, il faudrait rompre à cela et rompre avec un type de management. Là, je ne vais pas citer ma source, c'est une amie qui travaille dans une haute autorité de la République, et je vois plus déprimée à chaque fois que je la rencontre. Elle me dit, tu comprends, au fond, on se dit entre nous s'il faut suivre la règle PIP. Qu'est-ce que c'est la règle PIP? Elle me dit, pas d'idée, pas d'emmerde. Donc, c'est un type de management qui n'est pas très efficace du point de vue même des entreprises, vous voyez ce que je veux dire. Il faut au contraire, à rebours de cette règle, donc, au lieu de penser le management sous l'égide du pouvoir, des dominations et des ordres, ce qui était la logique de la subordination classique, il faut le penser sous l'égide de l'autorité. L'autorité qui légitime l'action, crée un rapport de confiance. Et il y a des signes quand même
donner des signes d'espérance, parce que on a vu en France, par exemple, l'idée d'œuvre de la raison d'être propre à chaque entreprise ou organisation qui a été introduite dans le droit français. Et donc l'autorité s'exerce en légitimant l'expression de l'habileté et des connaissances des travailleurs au lieu de prétendre dicter ou programmer leur conduite. Dans le monde de la recherche, dire qu'on va programmer les chercheurs, je vous assure, j'en ai connu des très grands, ils sont absolument improgrammables. Donc, et puis ils ne peuvent pas dire au début ce qu'ils vont trouver à la fin, par définition. Or, c'est ce qu'on leur demande de faire, par technique d'appel d'offres et de programmation de la recherche. Donc, il y a un rapport de confiance. Donc, vous avez fait vos preuves dans ce domaine, je légitime votre action. Donc, c'est un nouveau tournant managérial qui devrait être ici emprunté. Et puis, pour cette première impératif, de donner la satisfaction de montrer toute son habileté, une autre condition doit être remplie, c'est de respecter la cohérence et le dynamisme des communautés de travail en donnant à chacun de ses membres l'opportunité d'une mobilité professionnelle au lieu d'externaliser, comme on s'acharne à le faire, les tâches les plus modestes au motif qu'elles seraient non essentielles. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de parler avec une mère de famille qui était d'origine africaine, qui était l'une des leaders du mouvement des femmes de ménage qui ont mené une lutte dans le groupe ACCOR. Elles ont obtenu les augmentations de rémunération qu'elles demandaient, mais elles n'ont pas obtenu à être reconnues comme les salariés d'ACCOR. C'est-à-dire, on a fabriqué, par les interprétations de l'ex-article 122 des nouveaux intouchables, des gens qui sont cantonnés dans des fonctions dites non essentielles, d'exécution, sous-traitées, et eux, ils ne vont pas pouvoir montrer par des talents qui leur permettraient de monter dans la hiérarchie. Je ne vais pas vous affliger d'ailleurs, sinon que ce soit là-dessus, mais le coup près est net. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas essentiel de bien nourrir les malades dans un hôpital ou de mettre des chambres propres à disposition des clients dans un hôtel? Conception d'entreprise qui mériterait d'être revue. Je peux vous donner, bon, je ne vais pas plus loin sur ce premier aspect de la phrase de la déclaration parce que je dépasserai trop mon temps. Alors, deuxième aspect de cette définition, pour être juste, la division du travail doit en second lieu procurer à tous la satisfaction de contribuer le mieux au bien-être commun. Alors, un tel objectif signifie qu'il n'y a pas d'inutile au monde auquel on pourrait se contenter, ça a été proposé dans la dernière campagne présidentielle, de fournir un minimum vital, éventuellement quelques drogues douces pour rendre cette inutilité supportable. Tout jeune, au seuil de la vie adulte, aspire à se voir reconnaître une place utile à ses semblables, qui contribue à donner à sa vie un sens et lui procure autonomie et sécurité économique. Et priver des pans entiers de générations montantes de cette expérience ne peut les conduire qu'à l'exil, la dépression ou la délinquance. Donc il y a des enjeux extrêmement lourds dans cette expérience du travail qui doit être offerte à cette génération. C'est d'ailleurs ce qui justifie le devoir de travailler qui figure dans notre Constitution. Alors, une véritable reconnaissance de la contribution au bien-être commun conduirait aussi à réduire les écarts aujourd'hui vertigineux entre les revenus des travailleurs qu'on a dit essentiels pendant la pandémie et autres premiers de corvée vis-à-vis des premiers de cordée. Bon. À l'aune de l'utilité sociale, on peut penser, là je ne vais pas vous reciter Montesquieu, mais que l'infirmière dans l'hôpital, c'est l'utilité sociale, et disons au moins un centième de celle d'un trader. Un dixième, même peut-être qu'elle est aussi utile. Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas indécent de s'interroger sur les écarts de revenus entre les uns et les autres? La réduction de tels écarts pourrait paraître prioritaire pour une politique orientée vers la justice plutôt qu'asservie à un ordre spontané du marché. Mais j'observe, non sans une certaine inquiétude, que quand on tire les leçons du Covid, on s'est remis à parler sans arrêt du télétravail, les travailleurs essentiels, les livreurs, les caissières, le silence se fait à nouveau sur leur sort. Il serait important qu'il ne se fasse pas et qu'on redécouvre ce caractère essentiel.
Pour avoir la satisfaction de contribuer au bien-être commun, il faut enfin être assuré que son travail, dans ses procédures comme dans ses produits, est respectueux des hommes et de la nature, qu'il ne contribue pas à dégrader la santé, frauder le fisc, ruiner la biodiversité, réchauffer l'atmosphère ou épuiser la terre. Autrement dit, le périmètre de la justice sociale ne peut plus être cantonné aux questions de prix et de durée du travail, c'est-à-dire à cette logique quantitative du marché du travail, mais il faut que les travailleurs aient leur mot à dire sur l'utilité et l'innocuité de leur travail, autrement dit, sur ce qu'ils font et la façon dont ils le font. Et le droit du travail a été pionnier en ce domaine par les droits d'alerte. J'ai mentionné tout à l'heure la fonction d'alerte, la reconnaissance de l'alerte, c'est un moyen de dire le salarié a un cerveau, il observe un certain nombre de choses et il est capable de dire attention, ça ne va pas, je ne peux pas me désintéresser du sens de mon travail. On en a eu un exemple magnifique il y a une quinzaine de jours avec cette directrice des produits de Facebook, Madame Haugen, Frances Haugen, qui a témoigné devant le Congrès. De quoi a-t-elle témoigné? Eh bien que les produits Facebook étaient conçus pour créer de lassitude chez les jeunes, au détriment de leur santé mentale. Et elle a dit, moi, je ne peux pas collaborer avec chose pareille. Bon, c'est une chose très importante, vous voyez, cette capacité pour les travailleurs de pouvoir dire, non, je veux dire mon mot sur la façon dont ça fonctionne. Alors vous me direz, si on veut avoir des salariés pilotés par algorithme, c'est très bien qu'ils commencent par Facebook dès l'âge de 4 ans, hein, parce que là, ils auront l'habitude d'être fonctionnés comme des ordinateurs. Mais ce n'est pas l'avenir qu'on doit souhaiter, me semble-t-il, à nos enfants. Donc ce droit d'alerte, c'est une piste, mais il y en a d'autres, bien entendu, puisque le lieu principal devrait s'exprimer, cette prise de parole sur le sens et le contenu du travail, c'est dans les institutions, dans le cadre de la négociation collective, ou des institutions représentatives des travailleurs dans les entreprises. Et en ce domaine, on a quand même, je crois que c'est un des secrets de la prospérité allemande, d'avoir su avoir des dispositifs de codétermination, parce qu'on voit bien que avec la financiarisation des entreprises, la voix des salariés est celle qui peut assurer un respect des préoccupations de long terme, sans lesquelles l'entreprise est prise dans un temps anthropique de la spéculation financière. Et donc, pour les cadres dirigeants attachés à la raison d'être, ils ont tout intérêt à ce que cette représentation s'exprime. Voilà, j'ai débordé mon temps, je vous prie de m'en excuser, d'autant plus que si j'avais un dernier mot à dire, ce serait de citer une dernière fois Simone Veil, qui écrit ceci: « Quand il s'agit de penser la justice, l'intelligence d'un ouvrier ou d'un paysan est mieux outillée que celle d'un normalien, d'un polytechnicien ou d'un élève des sciences politiques. » Je ne suis aucune de ces trois qualités, mais enfin, je m'identifie plutôt à ces gens-là, et donc il est temps que j'aille. Merci de votre attention. Bravo. Alors, j'élargis le champ pour la dernière partie de cette cérémonie qui fut magnifique et un grand moment de la FOIP. Et je remercie vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé ici. Ça va rester dans les beaux souvenirs de la FOIP. Je vais aller chercher ce petit cadeau. Alors, vous verrez que son emballage est assez modeste, mais ça rejoint une de vos préoccupations, c'est de ne pas faire de suremballage. Ça va être un peu volumineux pour le temps, effectivement. Voilà. Donc ça n'a vraiment aucune tenue, vous voyez. Ah oui. Je le confesse. Oh, c'est le Mais contenant. je vais vous laisser dévoiler. Je vais vous laisser sortir cet objet. Si vous n'aviez plus de place dans votre bureau, ça va aggraver la situation. J'habite en province. Mais oui. Mais ça veut dire qu'on a plus de place. Ah oui. C'est l'autre côté qui est Ah, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment. Si j'avais eu le temps, je vous connaissais l'anecdote qui concerne cette mosaïque de Delphes.
qui a donc été offerte l'OIT lors de son installation dans le pavillon Rappard en 20, faite par et qui représente le préambule de la Constitution de l'OIT en 4 langues, qui figurait dans le hall d'entrée du pavillon Rappard. Et lorsque le pavillon Rappard s'est GATT, le président du GATT a demandé à ce qu'on voile cette chose. Vous voyez, comme ça s'est fait dans les églises, normalement, on demandait à cacher les obscénités. Mais finalement, ça a été redévoilé en 2007. Donc, je vous remercie beaucoup parce que j'avais pensé de le mettre en couverture, puis ça ne marchait pas. Et ça me touche énormément. Je vous remercie beaucoup. Il y a même une version allemande, bien que les Allemands ne soient pas une des langues officielles de l'OIT. Parce que sinon il y a des reflets. Ah bon? Mais vous voulez voir aussi la mosaïque de Delft?